Partout dans le monde, chaque minute, des citoyens se mobilisent. Leur démarche, qu'elle soit locale ou qu'elle réponde à une problématique mondiale, repose sur la même volonté. Celle de mettre sa capacité d'action et de réflexion au service d'une cause et de contribuer à créer un monde meilleur. Au Cameroun, depuis une dizaine d'années, des initiatives inédites sont observées. Généralement sous la forme de mouvements associatifs, elles tentent de contribuer à une répartition plus juste des richesses et des retombées de la croissance économique et à une meilleure conservation de la nature. Afin de mieux cerner les contours de cette mobilisation, ce reportage met en avant 5 parcours d'individus et d'organisations de la société civile camerounaise. Développement de filières locales, reboisement, création d'aires protégées ou encore formation en agriculture, leur domaine d'action est profondément varié, mais tous, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, nous montrent à quel point le changement réside avant tout dans la mobilisation et l'action de chacun d'entre nous, jour après jour. Là, c'est très calme ce matin. Donc voilà, voici l'un des problèmes qu'on rencontre dans le lac ici. Tu vois, des gens sont en train de mettre les filets à tort et à travers. Ils traversent carrément tout l'embouchure du lac avec les filets. Ça peut être criminel pour le lamantin dans la mesure où le lamantin peut facilement s'emballer là en voulant trouver son chemin dans ce lac. Nous allons mettre sur pied un code de pêche grâce à nos ONG partenaires, avec l'appui de AMCO aussi, pour pouvoir définir un code de pêche. Et à l'issue de ça, nous allons faire des réunions de sensibilisation dans lesquelles les communautés doivent respecter un certain nombre d'actions pour pouvoir effectuer la pêche dans la réserve. Il y a également l'envahissement de la réserve, parce qu'il y a une très grande pression foncière. La réserve étant entourée d'une société agro-industrielle qu'on appelle la SAFACAM. De un, la SAFACAM n'a pas prévu de l'espace pour les ouvriers pour faire l'agriculture. Donc ils se rabattent dans la réserve de fond du lac Ossa. Il est question pour moi de stopper ça. La SAFACAM utilise les pesticides et les engrais. Nous ne savons pas jusqu'au jour d'aujourd'hui si ces pesticides et les engrais ont des impacts sur la réserve. C'est peut-être les analyses de l'eau avec AMCO qui vont nous permettre d'avoir des résultats pour pouvoir donner des recommandations à l'issue de ces résultats-là. Super. Voilà. Donc là, ce sont les fesses de lamantin. On est en train de mener une étude pour quantifier la concentration des hormones de reproduction dans les fesses afin de pouvoir déterminer le cycle de reproduction des lamantins dans le lac Ossa. Je vais garder une partie pour... Avec AMCO, nous avons aussi effectué quelques patrouilles pour pouvoir voir des sites où on peut observer les lamantins. Parce que nous sommes dans cette logique-là où de plus en plus les touristes nous demandent, monsieur le coordinateur, comment on peut faire pour voir un lamantin. Or, nous n'avons pas de données jusqu'à présent parce que le lac Ossa souffre d'un déficit de données scientifiques. Nous espérons qu'avec AMCO, nous aurons des données scientifiques qui vont nous permettre, de pouvoir faire des patrouilles rentables, c'est-à-dire que de pouvoir avoir une coupe de données pour dire qu'à telle période et à telle heure, les lamantins sont très visibles, ces balades vont manger à tel endroit et à tel endroit. Et à ces heures-là, nous devons faire des patrouilles pour empêcher les braconniers de venir tuer les lamantins à cette période-là. Je lui pose un peu de questions. Bonjour papa. Est-ce que les lamantins vous causent des problèmes ici? Oui, il y a des problèmes. Ça nous cause des problèmes au niveau des filets. Ça gâte les filets. Si ce n'est que ça. D'accord. Comment est-ce que ça gâte les filets? Quand ça passe. Ah, d'accord. Quand ça passe. Mais est-ce que vous serez intéressé quand vous formez sur des techniques qui vont réduire la déchirure de vos filets par les lamantins? Oui, pourquoi pas. D'accord. S'il y a une formation, d'accord. Là-bas devant, hein? Là-bas devant. Oui, il y a 3 autres, mais il y a un qui est juste quelque part ici, qui est en train de... Là-bas. Ils sont Oh mon Dieu! Oh non! Wow! Il est encore sorti. Allez, voilà. Non, même si.
Waouh! Je filme ici en même temps. Salut Terra. On peut se faire mouiller à tous les coups. Et tu vas sur ajouter une observation. Parce que tu vas dans ajouter une observation. Donc si c'est par exemple un dauphin, tu vas cliquer où? C'est un dauphin, c'est ça. Voilà, tu vas là. Tu cliques dessus. De temps à autre que je vais en mer, je suis avec Anko pour pouvoir les donner des informations, que ce soit à la plage ou bien que ce soit en mer, là où se trouvent les animaux aquatiques. Et si on pêche n'importe où, ça peut entrer dans le filet et ça meurt. Bon, c'est pourquoi nous voulons connaître plus précisément où ça se trouve pour que ça ne doit plus se passer. Ils n'auront plus besoin de noter les points GPS parce que ça, l'application enregistre automatiquement les points GPS, enregistre automatiquement la date, l'heure de collecte. Ils n'auront que besoin de cliquer sur quelques points sur l'application et l'enregistrement est envoyé directement sur notre serveur et publié sur la carte en ligne sur le site AMCO que eux-mêmes pourront consulter. Si c'est par exemple le dauphin qui est en train de se déplacer, tu prends d'abord la photo du dauphin. Je suppose que ça c'est le dauphin. Je prends sa photo. La semaine prochaine, on va tous les réunir pour les montrer comment utiliser l'application Sirène. Et la formation, ça prend généralement 2 jours. On les forme et on s'assure qu'ils ont maîtrisé l'outil. Et par la suite, on les laisse donc se collecter les données par eux-mêmes. Et au fur et à mesure, c'est vrai que jusque-là, il y aura quelques déchets, mais on corrige le tir au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à une donnée excellente. Aerodev is not a development organization. Aerodev is a conservation organization. We are interested in species, in wildlife. And because we cannot achieve this interest, we need to introduce development concepts. A couple of years back, Aerodev has been working in this region since the early 2000s, and it has been exploring, doing biodiversity surveys. We're interested in biodiversity, and we conducted plant surveys. And we had this species there, and recently, 3 years ago, the French company Esman Fish was interested in this species, and it happens that we have surveyed it. And consequently, we established that relationship between the Viman Fist company in France and Aerodev, and then this community. Avec l'effort de l'Aerodev, il nous a appris comment cultiver, parce que c'est d'abord une plante naturelle. Là maintenant, on a développé la manière de cultiver cette plante dans le village, qu'après un temps, peut-être après 3 ans, on doit maintenant arracher et ça va donner ses racines. Mais pour le moment, nous marchons dans le village et on cherche partout. Aerodev in the entire process plays the role of facilitation, plays the role of technical support. By the principle of the asset and benefit sharing, NGOs do not constitute part of the process. So it is between the company and the community in which the resource is found. La dernière fois où on nous a demandé 1000 kg secs, c'est toute la communauté qui a bénéficié le peu d'argent qu'on a donné. Je passe l'annonce dans le village et chacun doit avoir une quote-part, avoir un peu d'argent pour soulager ses enfants. Our interest is to look for the remaining wildlife species. That has been our interest for the last 15 years, and that led us to the creation of the Tufala Hill Wildlife Sanctuary. That is also leading us to push for the creation of the Mount Vomitus Integral Ecological Reserve. That remains a bigger challenge, and we are also identifying a couple of areas where we will create community forests.
So our interest is to save the mountain ecosystem. You have to trim, as you see I'm trimming this line, so you put it there, all around like this. As you are putting around, you cover it to make him grow quick and produce more cocoyams. C'est difficile pour 100 planteurs de comprendre très vite ce que vous dites. Sur 100 personnes, il y a déjà peut-être 10 qui peuvent comprendre. Et passant par les démonstrations que Aerodef m'a formé pour commencer d'abord avec ça, c'est là qu'on les ramène pour les portes ouvertes, qu'ils voient et témoignent, que les anciens planteurs leur forment, leur disent que oui, ils ont vécu les réalités de Aerodef sur le terrain. In most of the areas where we work, land has been highly degraded. And as we have seen, over the years we're improving on land productivity. And the strategic objectives is to improve on restoration of degraded ecosystems, such as watersheds, and tied to it, improve on the conservation of protected areas. I come from the 11th Division, and here I grew up as a child, and I saw a lot of forest, but these forests started being destroyed. Food security became a problem, and I felt that something needed to be done in order to address the issues of agroecology, the issues of forest degradation, the issues of land degradation, and then I felt I needed to grow up and do something in order to address, because nobody was thinking that there was a problem in this area where I was. If we give hives to people, involve them in bee farming, the deforestation that was occurring in the forest formerly will no more be there. When people see bushfire inside the forest, they run because they have their hives in the forest. In order to protect their hives, they are helping to protect the forest. We never wanted to talk about policy. We never wanted to talk about things in the air. We wanted to do real action. And that is why we came with the tree planting, forest regeneration, and also bee farming to see how we can improve the lives of people while also protecting the environment. Because we saw that it was necessary for us to improve the livelihoods of the community and at the same time protect the forest. We have increased the number of bee farmers who are now involved in bee farming in around the Kilum Ijim. This year with the PPA 4, we are going to train 180 new bee farmers in other parts of the Kilum Ijim forest where we are not trained before. Cooperative was interested in building of capacities of farmers to get involved in beekeeping, and Kamgil was interested in conservation. And both of these meet together to provide better yield and enabling environment for beekeeping, as well as providing a good atmosphere for the people of Oku. Since all of you have been going to the forest now, yes. So you go to the forest with your tree. Each person holds a tree and then he goes to plant. And when you plant your tree, you make sure that you should go and check your tree to make sure that the tree should be doing fine. If your tree is dying, you tell Kamji that Kamji, the tree is dying. And then we can say how we can replace it. That's true now? Yes. But since this tree is not found in the forest all the time, that's why there's not always honey regularly.
And that's why Kamji is deciding that he has to plant this tree in the forest now to make sure that flowers can be in the forest always. So we have to dig from, we'll put a spade far away and then we'll remove it so that the root system is not destroyed. So these ones are 2. One person will take one. Kamji has planted about 42,000 trees in the forest. Okay. Here we have more than 14 types of trees. And even one other peculiar thing in this nursery is that we have nursed one type of tree that is so endangered. It is written in the IUCN Red List. Kamji has not seen up to 30 of those trees inside this forest. You can't talk about the forest without talking about the tradition. So there is need to bring the government, the NGOs, the population, the tradition, all together on the same table so that we can be able to see how to protect this forest. Otherwise, talking all over without action cannot go. Together with the forest users and the community, we are protecting the forest. And this forest is not only helping the Oku community or those around the Kilum Ijim area, it is helping the whole world. Cette zone devrait être une zone de forêt. Vu la hauteur du sommet de la montagne, en fait, elle constitue un grand château d'eau pour la sous-région. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour la sous-région. Tous les arbres qui existaient ici, il y a 20 ans, 40 ans, ont été abattus pour des cultures vivrières. Et toutes ces cultures ont besoin de beaucoup d'eau et c'est le pourquoi l'eau s'assèche en aval. Ce qui se passe ici, c'est aussi à cause du manque d'information. La population veut à tout prix planter les pommes de terre parce qu'eux ils les vendent, mais sans avoir une vision futuriste. Parce que les pommes de terre, elles produisent pendant 3 ans et après 3 ans, elles ne produisent plus. Si on ne commence pas à faire un reboisement, je pense que cette zone-ci pourrait devenir une zone désertique. Si la population est consciente et qu'ils accompagnent le projet, notre intention c'est de ne pas pousser les gens à laisser les terres, mais de dire continuez à cultiver, mais ne touchez pas les arbres que nous allons planter. Éventuellement, on les invite aussi à planter d'autres arbres. Cette initiative de promotion des pratiques de cuisson durable qui est financée par le PPI de l'Union internationale de la conservation de la nature permet de démontrer au gouvernement que c'est possible, des alternatives sont possibles, il y a des initiatives locales qui en font, mais il faut passer à l'échelle et c'est au gouvernement d'y mettre, de soutenir ce genre d'initiative.
Nous venons donc pour sensibiliser les populations et leur faire connaître que dans la forêt, si vous gérez bien la forêt, vous pouvez avoir beaucoup de bénéfices de la forêt. Vous allez valoriser les produits forestiers non ligneux comme la mangue sauvage, le njansan, le moabi, et ça va vous donner plus d'argent. Plus vous gagnez, plus vous vous développez, et ça va maintenant de long en large pour réduire les activités comme le braconnage et la déforestation et ainsi de suite. Le moabi, c'est un arbre, n'est-ce pas, très emblématique de la zone, très recherché par les animaux comme par les hommes et les exploitants forestiers. Nous allons produire, n'est-ce pas, le beurre de moabi et nous allons aussi produire le beurre de mangue sauvage et nous avons pensé également produire le beurre de cacao. Et nous pensons qu'avec les cosméticiens, n'est-ce pas, qui sont basés de l'autre côté en Occident, il est possible d'établir une relation et en le faisant, donner une valeur ajoutée, n'est-ce pas, aux produits forestiers non ligneux, et cela au profit, n'est-ce pas, de ces communautés qui sont dans cette zone. La façon dont nous traitons avec les populations, c'est ce qui compte beaucoup. Si nous venons avec l'objectif de développer les populations et de les aider à se développer, je pense qu'il faut aussi de l'autre côté réduire de plus en plus, je peux dire, cette distance entre l'organisation et la population. La réserve est menacée par le braconnage et je pense que la deuxième menace, c'est les questions qui sont liées, n'est-ce pas, à l'agriculture itinérante sur brûlis. La troisième menace, c'est surtout les questions qui sont liées, n'est-ce pas, aux capacités des communautés à utiliser les ressources qui sont dans leur terroir pour se développer. C'est la raison pour laquelle nous avons préconisé les questions de coopérative, la coopérative des producteurs de cacao et des exploitants de produits forestiers non ligneux. Nous avons initié le système de mettre sur pied une coopérative pour que nous ayons le développement, quoi. D'abord, la première des choses, que nous nous développions, et on ne pouvait pas se développer en rang dispersé. Nous avions eu des partenaires comme le projet Tropical Forest qui venait dans la zone, et puis nous nous sommes engagés à être ensemble. C'est une ONG qui nous suit, qui appuie. C'est ça qui appuie la coopérative. Ce sont eux qui nous amènent à être à ce niveau que nous nous trouvons aujourd'hui. La situation au niveau du braconnage n'est pas totalement limitée, mais elle est déjà limitée au niveau des membres de la coopérative déjà, parce qu'ils ont déjà été sensibilisés et ils se sont engagés mains et pieds liés pour déjà commencer à cultiver du cacao. Nous continuons à réfléchir sur la façon de créer un lien entre ici, sur le terrain, la réserve de biosphère du Dja, les ressources qui sont là, avec d'autres partenaires qui peuvent être les privés ou d'autres ONG qui sont à l'Occident, n'est-ce pas, et qui peuvent permettre que les produits sont mieux valorisés et qu'il y ait une plus-value. Nous attendons à ce qu'en faisant fonctionner tout le dispositif qu'on a mis en place pendant les 5 prochaines années, qu'il y ait des retombées au niveau des communautés et que les changements soient visibles et que l'attitude vis-à-vis de la faune, n'est-ce pas, puisse changer. Au Cameroun comme ailleurs, nous assistons à l'heure actuelle à une dégradation généralisée de l'environnement. Il serait aisé de penser qu'à ce sujet aucun changement n'est possible. Pourtant, des hommes et des femmes se mobilisent et se battent. Ils inventent chaque jour des solutions pour améliorer la relation entre bien-être humain et protection de la nature. Par leur action, ils nous poussent à questionner notre modèle économique, trop souvent vecteur d'injustice et d'appauvrissement de la biodiversité. Ils se consacrent au quotidien à construire leur idéal, celui d'un monde plus juste. Ils sont porteurs d'espoir et nous renvoient à notre rôle de citoyen
à notre responsabilité à tous, par-delà les frontières.